Bonjour à tous, je m'appelle Ken Lecoutre, je suis enseignant de culture générale chez MyPrépa et aujourd'hui j'ai la chance d'être au 164 rue de Javel et on va voir ensemble le sujet de culture générale HEC qui est tombé il y a à peine 2 jours, qui était donc « Peut-il y avoir une civilisation du désir ?» Et plus que de traiter le fond du sujet, chose que j'ai faite sur un article de MyPrépa News que je vous encourage à lire, je vais voir avec vous quelles sont les étapes en fait, de votre travail quand vous recevez ce sujet le jour J, comment il faut procéder alors que vous êtes un peu circonspect, un peu ébahi et voire même un peu désarçonné par un sujet dans lequel il y a un mot clé fort que vous n'avez probablement pas étudié cette année. En tout cas, je pense que beaucoup n'auront pas vu ce mot de civilisation dans leur cours de culture générale sur le désir. Et c'est là à la fois tout l'intérêt du sujet, de vous pousser à avoir une réflexion, et aussi toute sa difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit là d'un concours, donc l'intérêt n'est pas de faire une dissertation parfaite, mais plus précisément d'avoir une réflexion qui va vous démarquer des autres candidats. Donc, peut-il y avoir une civilisation du désir? Première étape, ce que je propose à mes étudiants, c'est d'explorer librement le champ lexical des principaux mots-clés du sujet. Ce que j'appelle explorer librement le champ lexical, c'est ne pas se donner de contraintes et se dire à quoi me fait penser ce mot de civilisation. Si je n'en ai pas une définition très précise, il peut au moins m'évoquer d'autres concepts comme la culture, la société, comme également le fait d'être civilisé. Et donc passer bien 5 minutes purement librement, à vous échauffer l'esprit, comme ça, pour trouver tous les mots-clés attenants qui peuvent vous aider en fait à vous lancer sur des pistes de réflexion. Pour civilisation, par exemple, j'avais pensé à civilité, ce qui m'a tout de suite fait penser à raffinement, par exemple, et à exaucement, l'exaucement de notre civilité, de notre citoyenneté aussi. J'ai pensé évidemment à la nature contre la culture, à la société contre l'individu. J'ai pensé également au choc des civilisations, ça c'est plutôt quelque chose qu'on verra en histoire géo. Raffinement me fait penser à brutalité, à barbarie, aussi à une question morale. Et donc tout de suite, dès qu'on se place dans un contexte moral, je pense immédiatement à la notion de progrès. Et vous voyez, tous ces concepts qui me viennent comme ça à l'esprit vont m'aider à proposer ensuite des définitions beaucoup plus cadrées de ce concept de civilisation. Il y avait civilisation, il y avait également le peut-il y avoir. Et tous les sujets en peut-il, c'est donc une catégorie, une typologie de sujets bien connue en culture générale qu'il faut avoir en tête, il faut savoir comment y répondre. On va revenir là-dessus juste après. Mais le peut-il me fait penser aussi au potentiel, à la puissance, au pouvoir, à la différence entre la pratique et la théorie, en puissance et en acte, à la notion de télos également et de déterminisme. Voilà, donc la première étape étant passée, j'ai exploré librement le champ lexical du sujet. Tous ces mots qui viennent de me venir à l'esprit peuvent également servir, et c'est même tout l'intérêt de ce brainstorm, de cet échauffement intellectuel, vont me servir en fait à enrichir mon vocabulaire, donc à enrichir mon style et ma précision pendant l'analyse du sujet, mais également pendant la dissertation. Une fois cette première étape passée, qui est très importante, véritablement, c'est quelque chose, je remarque avec mes étudiants, qu'elle est vraiment très très importante. Beaucoup d'étudiants vont par exemple, après l'épreuve, se plaindre de ne pas avoir pensé à la notion de civilité, c'est-à-dire la question de la civilisation en tant que progrès en fait. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un aspect très important du sujet. Et passer un peu de temps comme ça à réfléchir en amont aurait pu éviter d'oublier toute une partie importante du sujet. La deuxième étape, c'est de reconnaître justement le type de sujet. Donc là, c'est un sujet en peut-il. Très classiquement, on a aussi des sujets en peut-on. Et donc, se pose évidemment la question là de la morale. La civilisation étant aussi définie comme un cadre moral, c'est important d'avoir eu à l'esprit cette notion de morale. Et une fois qu'on a reconnu le type de sujet, on va analyser sa construction et ses différents sens. Un sujet de culture générale pourra toujours être compris de diverses manières. C'est cette complexité, cette richesse qui doit vous étonner. Si vous êtes désarçonné par un sujet, je vous propose de vous mettre dans un état d'esprit inverse et au lieu de vous dire « mince alors, ce sujet ne m'inspire pas », dites-vous « ce sujet est étonnant, ce sujet est complexe, il est riche » et on va chercher à en démontrer cette richesse. Donc,
En quoi est-il riche? Premier sens qui peut venir, c'est est-il possible de civiliser le désir? C'est-à-dire concrètement, est-il possible d'aligner les buts du désir sur des buts moraux qui sont ceux de la civilisation? Par exemple, si nous sommes dans une civilisation du progrès technique, une civilisation du progrès scientifique par exemple, il y aurait des désirs plus moraux que d'autres. On pourrait dire que le désir de Dieu, par exemple, serait un désir jugé moins moral que le désir justement de savoir, de connaissance et de progrès technique. Ça, c'est le premier sens qu'on peut voir. Le deuxième sens, le désir peut-il être la finalité du processus civilisationnel? C'est-à-dire, le désir est-il ce que vise la civilisation? Si on voit la civilisation comme un processus de transformation des sociétés et des cultures, une civilisation du désir, ce serait une civilisation qui vise l'accroissement ou la libération du désir individuel. Troisième sens, le désir est-il le moteur qui fonde la société et la culture? C'est-à-dire, est-ce que c'est sur la base du désir, est-ce que c'est sur le socle du désir que se construit la culture, que se construit notamment la civilisation? Est-ce que c'est notre désir qui nous rend civilisés? En fait, là, tout va dépendre de la définition que vous allez donner au désir. Ça va être le travail ensuite de la construction de la trame. Troisième sens que j'identifie, non, quatrième sens, pardon, de quelle civilisation le désir est-il la marque? Parce que quand on parle de civilisation du désir, on peut parler donc de la civilisation qui a comme moteur ou comme finalité le désir, mais on peut également parler de la civilisation qui est marquée par le désir. Quand on parle par exemple de la civilisation gréco-romaine, quand on parle de la civilisation judéo-chrétienne, on parle d'une civilisation dont tous les aspects, tous les phénomènes, qu'ils soient politiques, sociaux, culturels, légaux, mais également artistiques, sont imprégnés par la culture judéo-chrétienne par exemple. Et là, de parler de civilisation du désir, cela voudrait dire que le désir irrigue en réalité tous les aspects de la dite civilisation. Et il faudrait voir à quoi cela correspond concrètement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce travail sur le champ lexical et ensuite ce travail sur l'analyse de la construction du sujet, il va falloir maintenant synthétiser et organiser votre réflexion et votre analyse. Donc pour ça, on va chercher à trouver trois définitions du mot-clé principal, donc civilisation ici, qui vont faire écho avec vos trois définitions du désir. Donc je suppose que vous avez trois définitions du désir, parce que c'est comme ça que je travaille avec mes étudiants, en tout cas de la dissertation parfaite, où on a déjà une dissertation qui est construite, avec une définition, une trame évolutive de la définition du désir, qui va du plus évident au plus complexe. Et il faut donc faire coïncider une définition également évolutive de la civilisation. Pour ça, je vous renvoie à l'article que j'ai publié sur MyPrepaNews, où vous pourrez voir ce que je propose comme définition de la civilisation. Très succinctement, il s'agira de dire en première partie que la civilisation, ce sont les caractères communs que partage une société, des caractères culturels, techniques, sociaux, politiques, etc. Donc par exemple, on peut parler d'une civilisation judéo-chrétienne, une civilisation romaine, une civilisation islamique, d'une civilisation des Incas, d'une civilisation de la roue, par exemple. Raphaël Meltz, dans Histoire politique de la roue, nous montre que la civilisation de la roue, par opposition en fait à ceux qui n'avaient pas la roue, et en l'occurrence il parle des Indiens d'Amérique du Sud, ce sont des civilisations dans lesquelles la roue a eu une importance majeure en fait, pas seulement technique, c'était pas seulement un outil, mais en fait c'est un outil qui a eu son importance étant donné le contexte politique, étant donné le fait qu'on était sur un territoire unifié, un territoire dans lequel on pouvait donc se déplacer, mais également la roue, c'est aussi une invention qui n'est possible que dans un certain système de croyances. Et ça, c'est très important, parce que si on parle de civilisation du désir, cela veut dire qu'on est dans une civilisation qui a des croyances communes, ou en tout cas, le désir est un moteur ou une finalité communément partagée. Et là, pour reprendre cet exemple que je trouve vraiment éloquent sur la roue, pour les Aztèques, Raphaël Meltz nous explique qu'ils n'utilisaient pas la roue, non pas parce qu'ils ne la connaissaient pas, mais parce que ça allait à l'encontre de leur système de croyance. Il dit « Domestiquer le mouvement rotatif revient à s'opposer au sens même de la création ». Donc on voit bien que pour les Aztèques, il y avait un problème idéologique, un problème en tout cas spirituel, à utiliser la roue.
Et pour le désir, on verra également que nous sommes dans une civilisation du désir dès lors que nous avons des croyances communes autour de ce concept. La seconde définition que je proposerai de la civilisation, c'est d'axer sur l'aspect moral de la civilisation, c'est-à-dire que la civilisation est synonyme de raffinement, de progrès. La civilisation est vue comme un idéal à atteindre. Or, dès que l'on parle de progrès et de morale, on se place dans un cadre bien précis, on se place dans des jugements de valeur. C'est-à-dire que si on dit que ce qui est bien, c'est par exemple la diminution de la brutalité, la diminution de l'animalité, alors ce qui est mal, par opposition, c'est la brutalité, l'animalité, et du coup, ça nous met tout de suite, ça nous place dans une vision du monde. Et il s'agit d'analyser quel est le cadre moral dans lequel on se place quand on parle de désir dans notre civilisation, ou dans la civilisation du désir en tout cas. Par exemple, un désir civilisé, domestiqué, peut être vu comme un désir plus sage, plus noble, par opposition à un désir naturel, animal, mais dès lors, un désir sage et noble, c'est peut-être un désir aussi qui est dénaturé. Or, on connaît le concept d'énantiodromie, qui dit que c'est un peu chasser le naturel, il revient au galop d'une certaine manière, c'est un concept qui est issu de la psychologie, et qui désigne tout ce qui court en sens contraire, c'est-à-dire celui qui déploie des efforts pour éviter une situation, et un peu comme le schéma classique de la tragédie grecque, la situation revient en fait avec d'autant plus de violence et de force. Eh bien, on voit bien que si on dénature le désir, peut-être alors qu'on le frustre, peut-être alors qu'on l'aliène, et dès lors il peut devenir encore plus violent. Et on retombe dans un cercle vicieux où la brutalité et l'animalité reviendraient de plus belle. Donc sur cette deuxième partie où la question de la morale et du progrès va être importante, il s'agit de prendre du recul, de se demander de quel progrès parle-t-on, dans quel cadre moral sommes-nous placés dans cette civilisation du désir dès lors que l'on parle d'un désir civilisé. Troisième définition, là on va accentuer l'idée que la civilisation est un processus. Et c'est bien normal, parce que dès que l'on parle de progrès, on parle de quelque chose qui est évolutif, de transformation. On va vers un idéal à atteindre. Et donc il y a un processus de transformation. Or, Norbert Elias définit la civilisation, alors ça peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave en fait, vous pouvez déjà avoir identifié l'idée de processus dès lors que vous avez compris le lien entre la civilisation et le progrès. Donc il définit la civilisation comme le processus de transformation qui concerne simultanément les sociétés, les individus et les cultures qu'elle englobe. Et là d'ailleurs, j'insiste sur ce point, il faudra, je pense, dans votre introduction, faire un distinguo très net entre civilisation, culture et société. C'est des termes qui se rapprochent, qui sont voisins, mais qui ne sont vraiment pas identiques, et il ne faudra pas les confondre. Et toute dissertation, l'exercice de la dissertation, c'est un exercice de précision. Il faut utiliser les bons mots au bon moment et ne pas tout mélanger. La civilisation procède de la culture, elle englobe des sociétés diverses qui sont regroupées en fait par des caractères communs, mais ni dans le concept de culture ni dans le concept de société, on a, comme dans le concept de civilisation, ce sous-entendu qu'il y a un ordre moral, en fait, un progrès, un jugement de valeur. Voilà, et maintenant, quatrième et dernière étape, une fois que vous avez une vision claire des trois définitions que vous allez utiliser, de votre définition évolutive, de votre organisation de la dissertation, en fait, on va pouvoir trouver la problématique. Donc vous remarquez que dans la méthode que j'enseigne, on trouve la problématique à la fin. Et que, en fait, trouver la problématique, c'est trouver la question qui va synthétiser les tensions, les différentes tensions qu'on a analysées dans le sujet, les différents sens du sujet, et qui va nous permettre d'aboutir à la réflexion que l'on vient déjà d'avoir, en fait. C'est-à-dire la réflexion, c'était cette analyse des différentes définitions que l'on peut donner à notre sujet. Donc, pour cette problématique, j'en propose une. Il y a plein de choses qu'on pouvait faire de différentes. J'en propose une qui est assez longue, mais qui synthétise un maximum de tensions que j'ai pu trouver. Donc, sous quelles conditions, le fait de poser la question des conditions suppose du coup qu'on prend le parti que la réponse est oui, parce qu'il peut y avoir une civilisation du désir, mais sous quelles conditions peut-elle exister, peut-elle advenir? Donc, sous quelles conditions peut-on déterminer la puissance de notre désir à devenir en acte cette force universelle d'exaucement collectif de notre humanité, inhérente au processus civilisationnel? Donc, vous voyez que là, il y a des mots-clés
qui sont des mots-clés directement tirés de mon analyse du sujet. Il y a le « en acte », il y a le « déterminer la puissance de notre désir ». Donc là, c'est vraiment lié au fait que on se sera demandé si le désir peut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans le désir les potentialités de fonder ou de devenir la finalité d'une civilisation. Donc peut-il devenir en acte cette force universelle d'exaucement collectif? Et donc là, le fait de dire universel et collectif montre que l'on a bien différencié la civilisation de la société, par exemple. Dans la civilisation, il y a une aspiration, comme on l'a dit, une aspiration universelle au progrès ou à une expansion universelle des valeurs qu'elle porte. Et enfin, inhérente au processus civilisationnel. Donc là, on reprend le mot processus pour montrer que l'on a bien identifié dans cette idée de civilisation l'idée d'évolution, de transformation. Donc c'est une problématique assez longue, j'en suis conscient, mais je pense qu'avec cette problématique-là, on pouvait développer toutes les idées que je viens de dénoncer à travers ce plan tripartite. Je finis rapidement cette vidéo en évoquant 4 écueils très fréquents que l'on voit dans la constitution des problématiques. Il faut vraiment être très vigilant à ces 4 écueils. Le pire d'entre tous, et ça je vous renvoie à l'article sur MyPrepaNews également au sujet de la commission culture générale de l'année dernière, parce que ça a vraiment été quelque chose sur lequel ils ont insisté, c'était de dire il y a des candidats, et c'est terrible, qui choisissent de ne pas traiter le sujet. Ça peut faire rire, mais en fait, c'est plus fin que ce qu'il n'y paraît. C'est si vous expliquez par exemple que la question ne se pose pas, il ne saurait y avoir de civilisation du désir, dès lors, il ne peut y avoir par exemple qu'une culture du désir, et donc vous allez reformuler la question, et votre problématique, ça va être peut-il y avoir une culture du désir? Sauf que ce n'est pas du tout le sujet sur lequel on vous a demandé de réfléchir. Donc faire très attention à ça, c'est le pire écueil. Là, ça, tout de suite, vous n'avez pas la moyenne. Ensuite, un deuxième écueil fréquent, c'est de ne pas reprendre les mots-clés du sujet dans la problématique. Disons que là, c'est plus un conseil que je vous donne. Ne risquez pas le hors-sujet, reprenez les mots-clés dans la problématique, ça vous assure de ne pas partir à côté. Troisième conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas choisir une problématique trop restreinte qui ne s'attache qu'à un seul aspect du sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent chez les étudiants qui n'ont pas fait ce travail de sémantique sur le champ lexical dont je parlais en première étape. Et enfin, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des concepts, de ne surtout pas utiliser, voilà, il ne faut pas utiliser des concepts qui n'ont pas été définis dans votre introduction. Parce que là, vous donnez l'impression d'avoir une réflexion complètement déconnectée du sujet. Voilà pour les 4 écueils à éviter. J'espère que cette vidéo, à la fois méthodologique et à la fois qui vous donnait quelques pistes de réflexion sur ce sujet qui vient de tomber, vous aura été utile. Et je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller lire l'article complet sur MyPrepaNews. Merci.